Merci beaucoup de cette invitation. Effectivement, on avait parlé de ça à Saint-Malo. On parlait plutôt de milieu marin à l'époque, mais là, on est revenu en France et je vais vous parler rapidement d'un sujet qui est intéressant parce que c'est un modèle un petit peu, celui des leishmanioses et puis la relation possible avec les canidés sauvages. On parle de beaucoup de choses à l'heure actuelle. Donc, quelle évolution? Éléments de réflexion. Alors, on fera tout d'abord pratiquement la moitié de la présentation. En fait, ça sera pour vous présenter la leishmaniose, parce qu'en fait, on ne peut pas discuter du problème si on n'a pas compris un certain nombre de choses et l'évolution nécessaire des mentalités. Alors, les leishmanioses sont connues surtout parce que ce sont des maladies de l'homme. Ce sont des maladies négligées, mais il y a quand même quelques millions de personnes sur la planète qui sont touchées, et annuellement, on compte environ 1,5 million de cas de leishmaniose viscérale, essentiellement en Inde notamment, et puis ce qu'on appelle des leishmanioses cutanées, incidence, c'est-à-dire nouveaux cas, à peu près 1,5 million par an. Donc vous avez une large répartition. Oups, d'accord, je m'habitue, comme mon collègue de Liège. Une large répartition, vous voyez, de ces leishmanioses. Et ces parasites sont particuliers, ce sont en fait des cousins des trypanosomes, donc la forme trypanosome, on la trouve chez le vecteur, et chez l'autre, ces parasites se mettent dans les macrophages essentiellement. Vous avez ici une image qui vous montre ici les parasites dans les macrophages. Alors, ce sont des unicellulaires avec un tout petit flagelle ici, et puis là, la forme trypanosome. Alors, c'est une maladie grave du chien qu'on va définir maladie infectieuse, inoculable, peu contagieuse, systémique, c'est-à-dire de l'ensemble de l'organisme, due à la multiplication de ce protozoaire, et qui est transmise spécifiquement par un petit groupe d'insectes qu'on appelle les phlébotomes. Ce sont en quelque sorte des cousins, si je puis dire, des moustiques. Jeu de mots approximatif. Elle s'accompagne de signes cliniques ou clinico-pathologiques, c'est-à-dire d'anomalies sanguines, etc., extrêmement divers. Et lorsqu'elle est déclarée, cette maladie va évoluer régulièrement vers la mort de l'animal. Alors qu'avons-nous qui nous concerne directement dans le bassin méditerranéen? En fait, il y a 3 espèces de leishmanie. La plus importante, c'est la leishmaniose viscérale de l'homme, leishmania infantum, et on a également chez l'homme 2 leishmanioses cutanées. Vous voyez que ces leishmanioses se superposent sur les territoires. Donc, en France, pour l'instant, on n'a que la leishmaniose viscérale, où on avait, mais on voit qu'en Afrique du Nord et dans le Moyen-Orient, les 3 espèces se superposent. Et on dit classiquement, c'est dans tous les ouvrages, y compris dans les publications récentes de l'OMS, que le chien est le réservoir principal de la leishmaniose, réservoir pour l'homme. Et vous avez ici les vecteurs qui sont donc différentes espèces bien précises de phlébotomes. Pour les autres leishmanioses, le réservoir n'est pas canin, ce sont des rongeurs ou des irax, etc., d'autres groupes zoologiques, mais on a montré récemment que le chien pouvait être lui aussi infecté. Alors l'histoire commence, je suis désolé, je remonte à loin, par la description par Charles Nicholl, un héros, puisqu'il a découvert le toxoplasme. Il a décrit l'ehrlichiose, et il a été le premier à montrer l'origine canine du calazar. En effet, premier cas décrit après les cas indiens, c'est Lavran en 1904 à Tunis, et Nicholl en 1908 trouve chez les chiens d'Alger qu'ils sont infectés. Et de là, eh bien, il considère que le chien est à l'origine de l'infection humaine, ce qui va se confirmer d'une certaine façon, parce qu'à chaque fois, vous allez voir qu'après, on a décrit la leishmaniose humaine en vert, et quelques années plus tard ou en même temps, la leishmaniose canine. Donc le binôme homme-chien paraissait évident. On ne connaissait pas les vecteurs à l'époque. Alors par la suite, on a donc, ce qui est encore d'ailleurs largement dit, la population canine qui est présente est infectée, et lorsqu'il y a infection, en général, ces animaux vont faire une forme clinique et ils meurent. Donc ça, c'est ce qu'on disait dans les années 80, c'est ce que j'ai appris moi quand j'étais à l'école, c'est ce que j'ai enseigné même pendant quelques années, puisque c'est ce que tout le monde disait. Et donc vous avez ce beau schéma avec un homme, un chien, un phlébotome et rien d'autre. Et logiquement, bien entendu, si la plupart des chiens atteints deviennent malades, si on élimine les malades, eh bien on va protéger l'homme. C'est comme ça qu'au Brésil, on a tué et on continue à tuer des millions de chiens en pure perte.
Alors les vecteurs ce sont des petits insectes qui ressemblent, vous voyez, à des moustiques. Et alors ils sont très peu nombreux, les compétents. Et dans chaque pays, on va avoir 2 ou 3 espèces. Donc en France, par exemple, on a 2 espèces, Perniciosus et Ariasi. Alors Ariasi, il est plutôt de l'ouest de l'Europe et il est pris en relais par d'autres espèces en Europe centrale. Ici, une distribution supposée de ces phlébotomes. Donc on a un modèle très simple qui est le chien réservoir, le vecteur, donc ça tourne chez le chien, et puis ce vecteur, s'il pique l'homme, transmet la maladie à l'homme. Donc c'est une zoonose potentiellement grave. On a montré, je n'ai pas toute la diapositive, mais c'est pas grave, on a montré récemment, quand je dis récemment dans les 10-15 dernières années, c'est qu'en fait il y avait aussi une transmission non vectorielle de cette maladie ou de cette infection, d'une part directement de chien à chien, par les morsures, lorsqu'il y a des échanges sanguins, si on peut dire, comme dans des chenilles où les animaux se battent, mais on a montré également transmission verticale de la chienne au chiot, de la chienne à la progéniture, transmission vénérienne du chien mâle à la femelle, et également transmission par le sang, ça a été montré d'ailleurs au début chez l'homme. Donc il y a des modalités non vectorielles. Alors la conséquence, c'est que bien sûr, à ce moment-là, la maladie peut se développer même à des endroits où il n'y a pas de vecteur, simplement par le phénomène de la transmission non vectorielle, et c'est un grand problème. On a montré également que cette maladie dépend de facteurs de résistance. Il y a des animaux qui paraissent résister, parmi les chiens, et d'autres qui paraissent sensibles, et c'est notamment lié à la race, par exemple la race boxer. C'est souvent des boxers qu'on voit sur les livres, dans les publications, parce que c'est la race qui exprime le plus la maladie. C'est une race extrêmement sensible. On l'a montré génétiquement, on a trouvé 2 gènes associés à la sensibilité, ce qui fait que une chienne ou un chien infecté peut être à l'origine de plusieurs chiens. Et donc là, c'est pas une transmission vectorielle, mais vous avez un R0 supérieur à 1, ce qui fait que cette maladie peut, en théorie, se développer, ce qui n'est pas le cas dans des races résistantes probablement. On ne connaît pas la transmission chez les chiens résistants, mais elle est sans doute beaucoup plus faible. Et si vous avez un R0 inférieur à 1, ça veut dire que la maladie ou l'infection ne s'installe pas dans une région donnée. Ça va ? Alors, la réalité, donc, c'est l'inverse. C'est l'inverse de ce qu'on a enseigné pendant des années. C'est qu'en fait, vous avez très peu, comme disait Mollaret, pour la rage, beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Eh bien, la maladie ne va concerner qu'un petit nombre de chiens. Et alors là, on pourra faire un diagnostic facile. On aura ensuite un certain nombre de chiens pour lesquels on ne sait pas trop s'ils sont infectés ou pas. Et puis, on aura énormément de chiens infectés sans être malades au milieu des animaux sains. Ceci dépendant donc de facteurs génétiques, de l'influence d'autres maladies, de l'état général, ne serait-ce que l'alimentation de ces animaux, et d'une réponse immunitaire qui peut être protectrice lorsqu'elle est essentiellement cellulaire, donc à dominante Th1, ou au contraire dévastatrice lorsqu'elle est à dominante humorale de type Th2. D'ailleurs, en fait, les chiens meurent non pas des leishmanies, mais de leur réponse immunitaire. D'autres espèces ont été donc décrites chez le chien, et on voit que c'est une espèce finalement assez réceptive et sensible également aux autres leishmanies. Alors, ceci, maintenant, se met dans une dynamique qui est la leishmaniose canine en Europe, qui va connaître des zones classiques d'enzootie ou d'endémie, qui sont le bassin méditerranéen, une zone qui est croissante de développement vers le nord, donc une extension vers le nord de la zone d'endémie, des zones potentielles où on pense qu'il peut y avoir des phlébotomes vecteurs, donc évolution vectorielle, et puis un certain nombre de pays où il y a des formes localisées, des cas qui sont soit importés, soit des foyers décrits dans des chenilles. Bien sûr, le réchauffement climatique va aider les vecteurs, et c'était sur une diapositive précédente, les maladies vectorielles suivent les vecteurs, et les vecteurs, eux, suivent le climat. Donc on peut s'attendre à beaucoup de choses dans le futur. Alors, il y a également un deuxième facteur qui est le voyage, le déplacement des chiens. Et par exemple, la Grande-Bretagne n'avait pas de leishmaniose tant qu'il y avait la quarantaine. Quand ils ont ouvert les frontières donc en 2000, vous voyez, 600 000 chiens qui ont transité entre 2000 et 2008,
Et sur cette période, 140 cas de leishmaniose qui ont été décrits dans un article en 2009. Et l'article titrait « Une maladie zoonotique cherchant son vecteur, attendant son vecteur ». Vous voyez que les Anglais ne se font pas d'illusions. Alors, la conclusion, c'est qu'on a une transmission vectorielle qui définit la zone d'Anzao-Haut-Aussi, transmission rapide dans cette zone d'Anzao-Aussi, une dynamique en extension des vecteurs, peut-être même des nouveaux vecteurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la réponse immunitaire conditionne la maladie, on a vu, mais que le cas général, en fait, c'est des animaux cliniquement sains. Et la troisième conséquence, c'est qu'on a un stock croissant d'animaux infectés en zone indemne, en zone non anzootique. Alors, ces animaux se sont pour la plupart infectés en zone d'Anzao-Aussi, mais on peut avoir des foyers imprévisibles qui sont par exemple les chenils, des chenils en Finlande, avec des chiens leishmaniens. Il y a le problème de cette diffusion insidieuse non vectorielle et quid de la faune sauvage. Et quand on parle de faune sauvage et de chiens, eh bien, on pense aux canidés. Et en France, on a un petit problème, c'est que cette maladie est en train de se développer, puisqu'on a fait 2 enquêtes, une en 2006 et une en 2011. Et vous voyez l'avancée de la frontière, l'avancée du front de la leishmaniose, avec ici une carte un peu plus détaillée sur les zones où on a vraiment des cas qui sont certainement autochtones, et puis d'autres cas où on n'est pas trop sûr que ce soit autochtone, avant d'arriver dans une zone non endémique, du moins en 2011. Alors, quelle est la contribution des canidés sauvages? Sont-ils infectés? Sont-ils sensibles? Sont-ils sources? Bien entendu, j'ai oublié de vous le dire, mais le chien infecté va être source, qu'il soit malade ou même s'il n'est pas malade. S'il est malade, ça va être une source très riche d'infection des phlébotomes. S'il est sain, c'est quand même une source pour les phlébotomes, mais moins importante. Et là, nous avons quatre participants. En France, nous avons le renard roux, Vulpes vulpes, le loup, Canis lupus, le chien vivérin qui nous arrive du nord et le problème du chacal doré à nos portes. Alors le renard roux, eh bien on en a parlé tout à l'heure d'une façon excellente, donc je ne vais pas insister. On en a partout des renards, il a une très large répartition, et donc sa répartition en France couvre largement la zone d'Anzao-Aussi qui est limitée par la ligne jaune ici. Donc ici, on a plein de renards, ici, on a plein de renards, et qui, bien sûr, franchissent facilement les frontières. Alors, c'est une étude qui a été faite en Angleterre, donc les chiffres montraient l'augmentation de la population de renards, mais ce qui est certain, c'est que les renards sont des espèces qui sont non seulement bien établies, mais qui viennent se nourrir au voisinage des habitations humaines, rentrent dans les villes, et il y a une enquête sur le métro de Londres, je crois, où toutes les nuits, il y a des centaines de renards qui rentrent par le métro pour faire leurs affaires pendant la nuit dans Londres et ressortir par les mêmes voies de métro pour regagner la campagne au petit matin. Alors, est-ce que c'est une espèce sensible? En fait, oui, mais personne ne le dit. Le professeur Rioux, qui a fait vraiment l'historique de la leishmaniose en France depuis pas mal d'années, et qui est décédé malheureusement l'an dernier, voici une de ses publications où il montre une infection expérimentale qui montre que le renard est une espèce sensible à l'infection. Est-ce que c'est une espèce infectée? Eh bien, il y a de nombreuses publications, ne serait-ce que depuis 1975, au moins une quarantaine de publications. La plus récente en France, il y en a eu très peu en France d'ailleurs, date de 2014, où on a trouvé 9% de renards positifs en PCR, ce qui est peu, mais c'est très influencé peut-être par les techniques de prélèvement. En Italie, on a des chiffres très variables selon les enquêtes. Une enquête sérologique à 18%, PCR 16 à 40%. Au Portugal, sérologique 18 à 60% de renards séropositifs. Et en Espagne, on a des chiffres variables avec parfois même des chiffres supérieurs à l'infection canine. Également en Grèce, où on a plus de la moitié des renards positifs par PCR. Donc c'est une espèce largement infectée et pour laquelle on n'a pas montré expérimentalement qu'elle était efficace pour infecter les phlébotomes. Le chien vivérin, bon, c'est une espèce... C'est une espèce, vous savez, qui en fait a son origine en Asie, qui a été importée en Europe et notamment en Russie, si c'est l'Europe,
pour les élevages, pour la pelleterie, hein, pour sa peau, notamment pour vêtir l'armée russe, et puis ces élevages ont périclité, les chiens vivérins se sont échappés, et ils ont envahi toute l'Europe, et également, ils sont présents maintenant en France. Très difficile de trouver des chiffres et des informations sur ce chien vivérin. Alors ici, j'ai essayé de reprendre un peu ce que j'ai trouvé dans les publications, dans les annonces, etc., sur les distributions observées, avec apparemment des populations là qui seraient des populations qui pourraient venir d'Allemagne, parce que l'Allemagne est infestée de cette espèce, et des observations qui auraient été faites. Alors, c'est ponctuel, hein, un département, ça fait tout de suite une tache rouge, hein, plus ou moins authentifiées de ce chien vivérin, donc informations très éparses et très difficiles à vérifier. Mais bon, pour l'instant, ce chien vivérin ne nous concerne que peu, puisque la leishmaniose se trouve au sud de cette ligne. Donc, on passera rapidement. La deuxième espèce, c'est le loup en France. Alors, le loup est une espèce autochtone, hein, qui a disparu de France suite à une chasse intensive, dernier loup dans les années 30, et qui est revenu chez lui, progressivement, avec là aussi des cartes qui sont assez variables, mais disons que, alors là, c'est deux sources différentes que j'ai cumulées, avec une présence dans les Alpes, sachant que cette espèce est capable de se déplacer énormément. Certains observatoires proposent des zones potentielles de dispersion sans établissement, hein, mais qui pourraient concerner une bonne partie du pays, si ce n'est aujourd'hui, du moins dans l'avenir. Mais les derniers loups ont disparu de France à peu près dans cette région-là, donc il est normal qu'ils y reviennent si on les laisse faire. Et bien entendu, là, on est en plein dans la zone d'Anzo-aussi leishmanienne. Alors, le loup est-il malade? Je n'ai pas mis de diapositive, mais on a quelques cas, notamment un bien décrit dans un zoo en Espagne. Donc, cet animal, un zoo, c'est pas idéal pour un loup, a peut-être déclenché une leishmaniose par sa fragilisation. Et on a également quelques chiffres d'infection qui nous viennent essentiellement d'Italie, qui montrent que le loup peut être également infecté. Le plus intéressant pour moi, c'est le chacal doré, parce que c'est une espèce qui a initialement une très grande répartition, qui a été chassée d'Europe également, ou de certains pays, où elle est disparue par exemple de Hongrie dans les années 50, et qui depuis une vingtaine d'années est en train de reconquérir ces territoires anciens, donc revient chez lui, et par ailleurs va même au-delà. Donc on a une véritable espèce qui est en expansion. Il est à mi-chemin entre le renard et le loup. Le loup est son prédateur, mais le renard est son compétiteur. Et donc on peut s'interroger sur la distribution de cette espèce, mais sachez qu'en Hongrie, par exemple, il s'est réinstallé avec des densités assez importantes. On parlait d'un renard par kilomètre carré, c'est beaucoup moins, mais c'est quand même 2-3 par 10 kilomètres carrés dans les zones où cette espèce s'est réinstallée en Hongrie. Alors il se trouve que la Suisse a fait un certain nombre d'observations depuis 5-6 ans. J'ai essayé de les reporter sur cette carte, où on montre des observations. Alors parfois c'est peut-être le même chacal, on ne sait pas trop, dans les années 2011-2012, hein, aux alentours de Fribourg, etc. Les dernières sont plutôt dans l'est du pays, mais la frontière est là. Donc si cette espèce se réinstallait réellement en Suisse, eh bien, elle ne serait pas loin pour passer en France. Alors, c'est intéressant parce que c'est une espèce sensible. On a décrit des formes disséminées chez le chacal. Là aussi, un cas décrit dans un zoo en Espagne. Et c'est une espèce infectée. Et là, il y a un certain nombre de publications qui montrent clairement, hein, qu'on peut isoler les leishmanies de ce chacal. Étude en Israël, où on a à peu près 7,5% de positifs, séropositifs, ce qui est beaucoup plus sans doute en PCR, et qu'on a également décrit des leishmanies proches chez le chacal en Europe centrale ou en Asie. Alors, les canidés sauvages sont-ils sources? Fini. Eh bien, on n'en est pas loin. Alors, on ne le sait pas pour l'Europe, mais nous avons en Amérique du Sud
leishmanie a un fantôme qui s'appelle Chagassi, c'est la même. On a montré que certains canidés sauvages, ici vous avez le loup à crinière, étaient capables d'infecter les phlébotomes. Donc si eux le sont, il est fortement probable que ce soit le cas également des canidés de France. Et n'oubliez pas que le chien n'existe pas en tant qu'espèce, c'est une invention de l'homme. Donc si les leishmanies existent, elles n'ont pas attendu le chien pour exister. Le chien c'est récent, les leishmanies c'est ancien. Donc en fait, le loup, sans aucun doute, est un hôte, je ne dirais pas normal, mais un autre parmi d'autres de leishmanie. Alors j'ai fini, mais je vais prendre quand même une minute supplémentaire. Sachez que ça pose une question de législation, le retour de cette espèce sur ses anciens territoires. Il y a un article très intéressant qui reprend un petit peu ce qu'on fait à ces chacals selon les pays. Donc soit ils sont complètement protégés, soit ils sont chassés, etc. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Et on s'est rendu compte, en fait, que le réservoir des leishmanies, il est bien plus large. Et heureusement, merci au lièvre, le lièvre a levé le lièvre, puisqu'on a eu un épisode à Madrid dans les années 2009-2010 de plus de 150 cas humains de leishmaniose dans Madrid, du moins dans l'agglomération madrilène, qui avait englobé un parc qui s'appelle Fuenlabrada, dans lequel il n'y avait pas de prédateurs, les lièvres ont proliféré, on a montré que le leishmanie venait du lièvre et pas du chien. Donc là, c'est bien le lièvre qui est réservoir. Et la leishmaniose féline, dont on a beaucoup discuté récemment, en fait, elle a été décrite en 1912 par les frères Sergent, donc à Alger, en face de Tunis, si je puis dire, dans une publication très intéressante que personne n'a remarquée. Alors je dirais, heureusement, parce que s'il y a une espèce qui est quand même victime des agressions humaines et depuis le Moyen-Âge, c'est bien le chat. Et en fait, on s'aperçoit aujourd'hui dans les enquêtes qu'on a des chats qui sont infectés, par exemple en Sicile, en Italie du Sud. Donc voilà, et on a montré également que le chat infectait les phlébotomes. Et en fait, on a montré que toutes ces espèces sont infectées. Donc non seulement, bien sûr, le loup, le chacal, le renard sont infectés, mais les félidés sauvages, la genette, les martres et fouines, les blaireaux, également les rongeurs, le rat, qui est également infectant pour le phlébotome. Donc en fait, cette épidémiologie est en train d'exploser complètement, et finalement le chien n'a qu'un tort, c'est d'être proche de l'homme, donc c'est une source, mais le concept de réservoir, il va falloir le faire évoluer. Et donc en conclusion, les canidés sauvages sont réceptifs à la leishmaniose, probablement source, leur rôle est sans doute mineur, à l'exception peut-être du renard qui joue peut-être un rôle en France sur l'avancée de cette frontière. Il participe au transport d'autres pathogènes, on parlait de la rage, mais un certain nombre de parasites, les kinococoses, etc. Ils sont peut-être des réservoirs vis-à-vis du chien, et il faut une gestion raisonnée, parce que bien entendu, on a compris que ce n'est pas en tapant sur ces espèces pour la leishmaniose qu'on va changer grand-chose sur l'épidémiologie. Gestion raisonnée, c'est le concept One Health. Merci. Et désolé d'avoir dépassé.